Au Mali, la France demande avoir interdit à un aéronef malien de survoler son propre territoire. Au Bénin, la France continuera de faire pression sur les autorités béninoises avec ténacité, selon Jean-Yves Le Drian. Et puis en République démocratique du Congo, des ONG exigent la comparution de l'ex-président Joseph Kabila à un procès. Notre invité est Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Maître, bonjour. Bonjour, Michel. Ça va très bien, merci. Allez, on commence par le Mali. L'armée française a démenti mardi exercer un contrôle de l'espace aérien malien, niant les accusations en ce sens du Mali dans un contexte chaque jour de plus en plus tendu entre les deux pays, contrairement à ce qui a été dit par un responsable malien. En aucun moment, la France n'a interdit à un aéronef malien de survoler son propre territoire, a indiqué l'état-major de l'armée française. Maître, le Mali dit quelque chose, la France dit autre chose. Oui, pour l'instant, nous sommes dans ce climat où règne une sorte de cacophonie, où le gouvernement malien affirme des choses qui sont démenties, mais vraiment mésavotées par les officiels français, parce que s'il n'y avait rien, le gouvernement malien n'a aucun intérêt à s'indigner de ce que sur son propre territoire, il ne peut pas avoir des capacités opérationnelles aériennes dans certaines zones qui appartiennent à sa souveraineté territoriale, vous comprenez? Donc, j'ai plutôt tendance à croire le Premier ministre malien, parce qu'il ne viendrait pas faire de pareilles déclarations publiques si elles n'étaient soutenues par aucune réalité. Donc, oui. Donc, l'état-major français. Bien entendu, parce que actuellement il y a un embarras particulier au niveau de l'état-major français, parce que nous savons tous que la France pousse à la roue un tout petit peu. Il faut décourager la junte, il faut l'affaiblir, parce que la junte est en train de faire des choix qui, à certains moments, vont être en confrontation avec les intérêts français eux-mêmes. Bon, disons-nous les choses clairement. Les Français ne sont pas là pour les beaux yeux des Maliens et ne sont pas là non plus pour sauver la démocratie malienne, dont littéralement on s'en fout. Parce que si on s'en préoccupait, les choses se seraient passées autrement depuis très longtemps. Donc une fois qu'on a dit cela et qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a au Mali des intérêts stratégiques qui intéressent la France et que c'est pour ces raisons-là que toute cette machinerie guerrière a été mise en place, mais avec quelle efficacité? C'est justement là le problème, parce que les Maliens, le gouvernement malien a un agenda politique. Il doit recouvrer sa pleine souveraineté partout sur le territoire, et surtout, il doit faire la paix. Alors, la paix au Mali ne fait pas l'affaire de tout le monde, parce que, en fin de compte, vous voyez, il y a plusieurs armées qui sont au Mali, et on dépense 1 milliard de francs par jour pour la logistique, pour l'entretien, comment dire, la nourriture de toutes ces forces. Et pendant ce temps-là, on n'arrive toujours pas à s'occuper de, je ne sais pas, quelques milliers de djihadistes qui sont dans une zone qu'on a circonscrite et qui opèrent toujours en passant par une route unique. Dans une zone où il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'arbres, c'est le désert total, d'accord? Et on a des capacités de contrôle aérien sur la zone. Mais on ne voit pas les djihadistes quand ils veulent opérer. C'est cette tartufferie à laquelle le gouvernement malien veut mettre fin. Et c'est ce qui lui vaut peut-être l'inimitié de certains. Et la CEDEAO, actuellement, ne joue pas le jeu de la solidarité africaine, elle joue un autre jeu. Alors, maître, qu'est-ce qui empêche le Mali de dire clairement à la force française de quitter le Mali? Bon, si ces choses-là pouvaient se faire aussi facilement. Non, on ne dit pas à la force française de quitter le Mali, parce que, enfin, faut quand même qu'on se mette d'accord. Le Mali a intérêt à ce qu'il y ait une force d'interposition, en l'occurrence la NUMISMA. Barkhane puis Takuba, ce ne sont pas des forces françaises. Elles sont, c'est vrai, d'un point de vue opérationnel, animées par
l'armée française, mais il y a également beaucoup d'autres armées européennes qui sont aux côtés de l'armée française. Donc, il ne s'agit pas d'un conflit ouvert entre la France et le Mali. Mais là, ici, c'est que quand l'armée malienne veut survoler une zone et qu'on lui répond non, c'est la zone d'entraînement des forces Takuba, et que c'est un officier de l'armée française, donc de l'état-major française, qui émet cette réserve, je ne dis pas interdiction, réserve, ben, ça pose un problème par rapport à la souveraineté du pays, du gouvernement et de son armée. Alors à ce moment-là, que fait l'armée malienne? Quelles sont ses missions? Est-ce qu'elle est une armée de substitution à la force Takuba? C'est la question qu'il faut se poser. Mais bon, c'est aux Maliens de régler ce problème souverainement. Mais pour le faire, il faut encore, vous voyez, de la coupe aux lèvres, il y a encore du chemin. Et il faut encore disposer de moyens. Et je ne pense pas qu'ils disposent de ces moyens opérationnels militaires en ce moment. C'est la raison pour laquelle il y a cet atermoiement, mais sinon, je pense qu'il l'aurait fait. Alors, Maître, le problème aujourd'hui, on voit avec les sanctions, puisque ma question va au-delà de l'interdiction dont on parle. On voit chaque fois ces tensions entre Bamako et Paris, Bamako, et même l'Union européenne s'est invitée à la danse, si on peut le dire. Alors, on a l'impression qu'on veut une chose et son contraire. On n'est pas content avec la France. On dit simplement à la France, à d'autres armées qui accompagnent la France au niveau européen de quitter le Mali pour que les Maliens eux-mêmes fassent le boulot ou le groupe Wagner fasse le travail. C'est pas aussi facile, maître. Non, ce n'est pas aussi facile parce que, entendons-nous bien, le groupe Wagner, on en parle beaucoup, mais c'est une forme d'arlésienne. On ne la voit pas, mais tout le monde en parle. Tout le monde est persuadé qu'ils sont déjà là, tout le monde est persuadé que c'est une officine qui est en fait une sorte de cheval de Troie de Moscou. Mais bon, pour l'instant, on ne le voit pas explicitement œuvrer. Et ce serait regrettable que finalement on sous-traite la défense nationale d'un pays à des mercenaires qui ne courent que le cachet et qui ne combattent que pour de l'argent. Et ce serait une catastrophe au niveau de la dignité du gouvernement malien que ce soit contre des contrats miniers que des mercenaires travaillent pour sauver le Mali. Ça, je pense que ce serait une erreur gravissime. Donc, mais cela dit, bon, quand on nous parle de Wagner en les diabolisant, qui les a vus à l'œuvre? Si le gouvernement malien dit non, ce n'est pas vrai, nous sommes en train d'étudier toutes les solutions alternatives. Ça fait depuis 2013 que vous êtes là, c'est-à-dire 9 ans, et qu'on ne voit pas de résultats probants. Et nous sommes en train de nous enliser dans la crise. Et en plus, dans la crise et ses effets, il y a eu ces 2 coups d'État qui nous valent aujourd'hui d'être mis au banc des nations, en tout cas des nations de la CEDEAO. Et donc maintenant, nous sommes en but à une espèce d'ostracisme qui n'arrange pas nos affaires. Donc nous allons reconsidérer complètement nos intérêts et avisant de ce qui nous convient, nous allons décider ce qu'il faut. Je pense que ça mérite d'être étudié et un gouvernement est légitime à décider de rebattre les cartes. Alors, Bamako a demandé à Paris de revoir les accords de défense bilatéraux que le Premier ministre Choguel Kokala Maïga qualifie de déséquilibré aussi, maître. Effectivement, ces accords le sont. Paris parle de recalage, bon, mais permettons-lui de le faire, mais de le faire, bon, enfin, je veux dire, c'est pas à Paris de le faire, c'est aux Maliens de décider de ce qui est au mieux de leurs intérêts. Et c'est un take it or leave it. Si vous n'êtes pas content parce que c'est comme ça que nous avisons nos intérêts, alors on arrête. Mais il ne faudra pas encore que ce soit un truc négocié, le canon sur la tempe. C'est toujours ça le problème. Ce sont ces négociations, le canon sur la tempe, ce sont ces négociations qui sont biaisées parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas des négociations, c'est des engagements unilatéraux qu'on impose
aux États les plus faibles, et c'est bien de ça qu'il s'agit. Il y a des puissances géopolitiques installées qui imposent leur volonté aux États qu'ils considèrent comme étant plus faibles. Et le Mali, par rapport à la France, est un État affaibli. Alors, comment se feront ces amendements selon vous, maître? Ben, je ne sais pas, pardonnez-moi, mais on parle ici, depuis Lomé, de sujets qui sont d'une complexité telle que si c'était aussi facile, tous les crânes maliens, français qui se sont réunis et qui se sont rencontrés à plusieurs reprises auraient déjà trouvé la solution. Ce serait bien prétentieux de ma part de venir dire ce qu'il faut proposer pour l'équilibre de ces accords, parce que elles comportent des volets techniques très complexes et il y a des problèmes que le Mali ne pourra pas résoudre tout seul. Disons-nous bien les choses. Il ne s'agit pas, justement, à l'occasion de cette crise, de dire que le Mali est en train de se fâcher avec la France. Le Mali entretient encore des relations diplomatiques de bon aloi avec la France, et c'est heureux. Mais le Mali est devenu beaucoup plus vigilant, pas susceptible, mais beaucoup plus vigilant, parce que très jaloux de sa souveraineté, et on peut le comprendre et défendre la souveraineté malienne, ou en tout cas l'aider à la défendre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce que les frères de la CEDEAO ont décidé de l'abandonner qu'il faut considérer que tout ce qu'elle fait, elle doit le faire en étant à genoux, en venant supplier. Non. La dignité, c'est important dans les relations internationales. Il faut toujours en avoir. Il n'y a pas de petit pays, on ne le dit pas en vain. Je sais, bon, Laurent Gbagbo le disait, quand je vais en Chine et qu'on joue l'hymne national ivoirien et l'hymne national chinois et qu'on dit que nous sommes deux pays égaux, je dis qu'on se fout de ma gueule. Eh bien, c'est bien ça dont il s'agit. Bon, quand on est autour de la table, au Conseil de sécurité, la France pèse lourd et le Mali ne pèse rien. Une fois qu'on connaît cette réalité-là, il faut composer avec. Maintenant, il faut composer avec en sachant exactement où se trouvent ses intérêts et les défendre avec beaucoup de détermination et d'acharnement. Alors, la France et les Européens ont déclaré être prêts à y rester, mais pas à n'importe quel prix. Le prix, c'est quoi? Ah ben, écoutez, ça, le prix, ça les regarde. Ce sont eux qui savent à quel prix ils sont là. Et c'est à eux de déterminer leur prix, et c'est aux Maliens de savoir si ce prix leur convient. Parce que, vous savez, c'est exactement comme au marché. Hein. Je propose une marchandise à un prix. Si vous êtes capable de l'acheter, vous dites oui. Si vous n'êtes pas capable, vous dites non. Puis vous tournez le talon. Je crois que c'est au moins comme ça, les jeux sont beaucoup plus clairs. Et on ne va pas à chaque fois jouer à ce jeu-là de cache-cache où on sait très bien que, c'est un agenda totalement différent qui se joue, mais on use de périphrases pseudo-diplomatiques pour dire des choses très graves avec des mots gentils. On va quitter Bamako pour Cotonou. La France, à travers son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a annoncé avoir entrepris plusieurs démarches auprès des autorités béninoises pour la libération de l'opposant de Rekiatou Madougou. Nous parlons régulièrement, le président de la République, moi-même et d'autres ministres, lorsque nous recevons les chefs d'État, où il y a des questions de droits de l'homme qui se posent, et à force d'en parler, on a toujours des résultats à déclarer. Jean-Yves Le Drian, dans la foulée, on a eu aussi la réaction maître Éric Emmanuel Sousa de Wilfried Léandre Ongwedi, qui est le porte-parole du gouvernement béninois. Oui, effectivement, et j'ai bien aimé le parallèle qu'il a pu faire dans cette affaire. Parce que, écoutez, ce qui est le plus choquant, c'est pas les mots eux-mêmes, c'est le cadre dans lequel ça a été dit, c'est-à-dire à l'Assemblée, devant la représentation nationale française, où un ministre des Affaires étrangères déclare sans plus d'embâge que on fait pression sur un gouvernement étranger pour des questions qui relèvent rigoureusement de sa souveraineté, c'est-à-dire des questions de justice. On fait pression sur lui pour modifier l'application de la loi, c'est-à-dire une peine prononcée. Je ne pense pas que nous devions accepter cette tendance-là. Écoutez, elle fait partie de l'ordre des choses, c'est-à-dire que dans nos relations, nos rapports sont toujours marqués par les prismes de la colonialité, c'est-à-dire qu'en fait, souvent c'est la France qui le fait, dans ce qu'elle appelle son précaré. On s'autorise
on s'arroge le droit de venir dire à ces petits chefs faillons d'État nègres ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire que partout dans le monde, quand il s'agit de justice, j'ai toujours vu des présidents en toute décence dire ce problème, même si c'est d'une tartufferie éhontée, ce problème relève de la justice. Je n'ai pas le droit de commenter une décision de justice ou de me mêler de ce qui se passe à la justice, même si parfois on sait que c'est complètement faux. Mais ils ont au moins la décence de dire ça, et cette façon de se comporter convient. Maintenant, quand il s'agit d'un État étranger, un chef de diplomatie, qui plus est, dans un dossier qui est bénino-béninois, c'est-à-dire qu'elle aurait la double nationalité, qu'on pourrait encore comprendre qu'il y aurait une préoccupation du fait d'un ressortissant d'un autre pays. Non, c'est pas ça. On vous parle d'un présupposé déficit de respect des droits de l'homme parce qu'il s'agit des pays d'Afrique. Mais écoutez, j'ai pas entendu... C'est peut-être parce que les présidents des pays africains eux-mêmes n'ont pas le culot de commenter des décisions de justice de la France, par exemple, des États-Unis d'Amérique. Mais c'est pas une question de culot, mais c'est que ça ne nous regarde pas. Attendez, j'ai pas entendu beaucoup de gens dire, quand il y a quelques semaines, il y a un mois à peu près, on a condamné, ou plutôt une décision de la justice britannique à rejeter la demande, enfin, à confirmer plutôt l'extradition de Julian Assange pour les États-Unis. J'ai pas entendu beaucoup de champions des droits de l'homme s'émouvoir, hein, pas du tout. Là, c'est normal. Et quand il s'agit de la justice en Afrique, c'est pas normal. La justice en Afrique, elle est toujours une justice à la botte. Et d'ailleurs, ça va beaucoup plus loin parce que vous voyez, ça, c'est la mentalité qui est marquée. Mais attention, je ne dis pas que ce sont eux qui ont tort. Souvent, c'est nous qui avons tort parce que, à force de nous comporter comme nous le faisons, c'est-à-dire que nos chefs d'État et notre élite politique a ce comportement qui fait que finalement, on nous traite comme ça. Quand ils sont malades, même après 20 ans de pouvoir, ils ne trouvent pas d'hôpitaux dignes dans leur pays pour les soigner. Ils prennent l'avion pour aller faire un détartrage ou pour aller faire un petit check-up de leur tension oculaire. Président Alpha Condé. Bah oui, par exemple. Après 10 ans de pouvoir, après avoir même réussi à avoir un troisième mandat, il n'a pas trouvé d'hôpitaux dignes de ce nom pour le soigner dans son pays. Alors quand vous vous comportez comme ça, pourquoi voulez-vous qu'on fasse confiance? Si vous ne faites pas confiance à la médecine de votre pays, on considère que la justice de votre pays est à l'image de la médecine de votre pays. Donc, vous ne pouvez pas lui faire confiance. Alors, pourquoi voulez-vous que les autres lui fassent confiance? C'est ça le problème. Donc, c'est par notre propre comportement que nous amenons les gens à avoir vis-à-vis de nous cette espèce de condescendance qui est toujours blessante. Il ne faut plus l'accepter. Il faut dire non à ça et de façon ferme. Oui, quand le président Sarkozy a été condamné 2 fois par la justice de son pays, est-ce que un seul chef d'État africain a dit « Moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Sarkozy, je vais tout faire pour que sa peine soit commuée ou que le président de la France, que je vais rencontrer par ailleurs, fasse quelque chose pour le gracier. » Et l'intervention de Wilfried Léandre, on vous dit, porte sur cela. Quel regard vous jetez sur son intervention? Mais il a parlé. Son intervention est tout à fait pertinente et je la trouve, mais je l'approuve à tout point de vue, bien sûr. Le parallèle est tout à fait parlant. Mais pourquoi voulez-vous que... écoutez, la semaine dernière, hein, Novak Djokovic a été refoulé par la justice australienne. Personne n'a dit que la justice australienne est au bord de je ne sais quelle puissance. On a exécuté la décision de la justice australienne. N'en aidez plus au président de la Serbie. Mais bon, c'est tout. Il a protesté parce qu'un de ses citoyens s'est trouvé dans une situation difficile dans un autre pays. Mais il n'a pas dit que les juges australiens étaient des juges à la botte ou à la solde de qui que ce soit. Donc, il faut avoir un peu de décence, quoi, quand il s'agit... C'est-à-dire que c'est à nous de nous faire respecter. Et toutes les fois que vous aurez des chefs d'État ou des élites politiques qui vont avoir ce comportement double,
il y aura toujours de la suspicion. D'ailleurs, mais tiens, je rappelle, il y a actuellement en discussion une proposition de loi devant le Parlement français. C'est le député Pierre-Alain Raffan qui a proposé ça pour permettre à des binationaux franco quelque chose d'être suivis par la France. Et finalement, on a l'impression que dans l'expression de son projet, il voudrait que la justice française ait un droit de regard et à la limite soit prééminente sur les justices nationales. Et on rappelle le dossier de M. Atangana. Mais attendez, et tout de même, voyez, c'est très incommode et je vis ça toujours comme une trahison. Une trahison, pourquoi? Vous savez, à un moment donné, il faut choisir. Vous avez dans la poche droite un passeport français, dans la poche gauche un transport camerounais ou malien ou je ne sais pas quoi, et vous venez vous mêler de politique dans le pays africain qui vous a vu naître. D'accord, très bien, vous avez le droit. Et puis, le jour où, en faisant de la politique et en vous mêlant de la gestion des affaires de l'État, on vous dit que vous avez maille à partir avec la justice, alors vous sortez votre passeport français. Je ne suis plus camerounais, je suis devenu français. Un peu comme dans la fable de La Fontaine, la chauve-souris et les deux belettes. Je suis oiseau, voyez mes ailes, je suis rat, enfin, je suis souris, vive les rats. On ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, il faudra... Vous savez quoi? Aux États-Unis, c'est une loi connue et qui n'est contestée par personne. Si vous n'êtes pas né sur le sol américain, avec tous les mérites possibles, vous ne deviendrez jamais président des États-Unis. Eh bien, il faudrait qu'on arrive à dire cette chose. Si vous voulez exercer des responsabilités politiques élevées dans un pays, par exemple devenir président de la République, vous devez renoncer aux autres nationalités que vous avez. Et là, à ce moment-là, vous vous battrez vraiment, vraiment pour l'Afrique. C'est-à-dire, je suis prêt à mourir pour ce pays-là parce que c'est le mien et c'est le seul que j'ai. Mais quand on en a deux et qu'on peut s'asseoir sur deux fauteuils, on dit ça, avoir le cul entre deux chaises, mais le jour où ça bascule, on appelle le consulat français et je suis caché ici, venez m'exfiltrer. Et on vous exfiltre et vous laissez votre mère, qui, elle, n'est pas française, dans la merde pour pouvoir sauver votre peau. Si on fait ça toujours, quand est-ce qu'on va aimer suffisamment l'Afrique pour la défendre avec l'implication patriotique qu'il faut? C'est toujours ça le problème. Je dis pas que les gens ne sont pas de bonne foi, non, pas du tout. Il y a de très grands patriotes binationaux. Mais quand il s'agit de venir exercer certaines responsabilités, il faut regarder la chose de près. Les Allemands exigent l'unicité de la nationalité et l'exclusivité même de la nationalité allemande. Bon, est-ce que ça fait quelque chose aux Allemands? Ils vivent et ils aiment leur pays. On peut exiger ça aussi d'une certaine élite. C'est une question d'hygiène. Voilà. Alors, on quitte Cotonou. Pour Kinshasa, 50 organisations non gouvernementales congolaises ont exigé mardi dans un communiqué la comparution de l'ancien président Joseph Kabila au procès en appel de l'assassinat en 2010 en République démocratique du Congo, donc du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya et de son chauffeur fidèle Bazana. Maître Eric Emmanuel Sosa. Oui, là encore, nous sommes confrontés à un problème de justice et de sa crédibilité. Bon, c'est vrai que ce drame a ému le monde entier et il est heureux que les choses aient évolué jusqu'à ce que un témoin capital ait décidé de faire des révélations courageuses qui mettent en cause la haute hiérarchie policière et militaire. Bon, il a cité, depuis le tout début du procès, le général Numbi, qui a été finalement mis hors de cause. Et l'affaire est en train d'être rejugée, en réalité, sur la base des découvertes qu'on a faites et des révélations de M. Paul Muyambwe, qui a dit quoi? Il a été témoin oculaire. Et il a permis de découvrir les cadavres par son témoignage. Et puis, maintenant, le procès se poursuit et on se rend compte qu'il y a des commanditaires politiques. Mais on demande de les entendre
dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, tout Parmi simplement. les commanditaires, Joseph Kabila, le président. Écoutez, supposé, parce qu'à chaque fois on dit, oui, s'il y a une implication à ce niveau de responsabilité militaire, il n'est pas exclu que le chef suprême de commandement militaire soit impliqué. Mais c'est une supposition. On ne dit pas qu'il est accusé, on ne dit pas qu'il est coupable. Il est possible qu'il sache quelque chose ou qu'il n'en sache rien. Il peut venir le dire. C'est de ça qu'il s'agit simplement. On n'a pas dit qu'il fallait l'arrêter. Voyez-vous, c'est un peu comme dans l'affaire du 6 janvier aux États-Unis, où M. Trump, parce qu'on l'interroge, on souhaite l'interroger, fait flèche de tout bois pour ne jamais répondre. Et si les personnes visées se mettent dans ce jeu-là, alors ils vont subir, je crois avec raison, les supputations qui pèsent contre eux d'une responsabilité pénale grave, parce que c'est des crimes graves. Aller porter atteinte à la vie d'un activiste de la vie civile comme ça est quelque chose d'inacceptable. Journaliste par ailleurs. Donc on veut juste entendre l'ancien président Joseph Kabila. Il s'agit juste de l'entendre, de le faire comparaître pour qu'il dise ce qu'il sait ou qu'il ne sait pas. Il a le droit de venir dire « je n'en sais rien, cette affaire-là, je ne la connais pas ». Pourquoi à chaque fois, vous savez quoi? En Afrique, nous avons toujours le tort par trop sacraliser la fonction de président de la République. C'est-à-dire qu'en fait, on en a fait nous-mêmes des demi-dieux. Finalement, bon, quand ils sont au pouvoir, ils marchent sur l'eau, quoi, en quelque sorte. Voilà, c'est des démiurges. Et donc, ils sont infaillibles. C'est des rois, c'est des monarques. Nous avons fabriqué ça nous-mêmes, tout seuls. Vous voyez, il n'y a qu'en Afrique où systématiquement, pour dire Monsieur le Président, machin, il faut dire Son Excellence, etc., etc. Vous voyez, même dans le vocabulaire que nous utilisons, nous sommes dans cette sacralité qui est totalement inutile. Parfois, c'est ridicule. Et, en France, aux États-Unis, on dit Président Macron, point. Personne ne dit son excellence. Il est dans son pays, on lui donne à chaque fois le titre. Comme si, finalement, cette titulature était essentielle. On le dit même pour des ministres, quelquefois. Bien entendu, pour des ministres, enfin, le moindre ambassadeur, un député, c'est honorable, hein, attention, pas moins que ça. Et même quand il est ancien député, il faut toujours dire honorable, il n'est plus monsieur. Waouh! Voilà, on n'est que dans ça tout le temps. Et donc, même ce vocabulaire désuet et ridicule finit par habiter l'esprit des gens, et finalement on considère que un ancien chef d'État, il est indigne qu'il vienne témoigner pour la manifestation de la vérité. La seule chose qui est sacrée ici, c'est la vérité et c'est la justice, pas la personne d'un ancien chef d'État. Vous ne pensez pas que Joseph Kabila risque de passer encore des moments paisible, puisque en République démocratique du Congo, la constitution ou bien la loi n'autorise pas que les anciens présidents soient poursuivis ou jugés pour des faits qui ont eu lieu au cours de leur mandat. Attention, je ne sache pas, à moins que j'ai mal compris le fait d'actualité, qu'il soit poursuivi ou qu'on essaie de le juger. La défense, enfin plutôt les avocats des partis civils, sollicitent, ensemble avec beaucoup d'ONG impliquées dans la défense des droits civiques, sollicitent que certains dignitaires comparaissent parce qu'il y a soupçon d'implication. Bon, il s'agit de faire le clair sur ce qui s'est passé et donner la pleine lumière sur la vérité des faits. C'est de ça qu'on est en train de faire. Et je ne pense pas que la recherche de la vérité peut se passer du témoignage de certaines personnes parce qu'ils sont protégés par quelque immunité que ce soit. Il est immunisé contre la poursuite, mais pas en tant que témoin. Il n'est pas immunisé en tant que citoyen. La justice est une institution sérieuse. C'est une institution de l'État, et
s'il est de l'intérêt de la justice qu'un ancien chef d'État témoigne, je ne vois pas en quoi il faut se scandaliser. Maître Éric Emmanuel Sousa, merci beaucoup à vous. C'est toujours un plaisir. On va marquer la pause pour le journal et on reçoit nos invités pour Regard Croisé.